Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à cette conférence, à cette rentrée que l'on s'est chargée pour tout le monde. La thématique de cette soirée, comme vous pouvez le voir, on va donc évoquer l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, qui doit être décidée logiquement la semaine prochaine. Pour en parler avec nous, 4 intervenants. Marie-Cécile Nave, politologue, chercheuse associée à l'IRIS et vice-présidente du think tank Sport et Citoyenneté. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Astrid Guyard, vice-championne du monde de fleuret, vice-championne d'Europe de fleuret, directrice d'un laboratoire de technologie spatiale pour le groupe Airbus et en plus de ça, auteur de livres pour jeunesse d'une collection qui s'appelle Les Aventures de Géo. Merci d'être avec vous. Et ambassadrice de Paris 2024. Merci d'être avec nous. À ma droite, Thierry Rey, champion olympique de judo et conseiller spécial pour la candidature de Paris 2024. Et enfin, Pascal Boniface, que l'on ne présente plus, fondateur et directeur de l'IRIS. Cette conférence de ce soir, sans rentrer dans les détails, je laisse plutôt les discours à mes intervenants. On va peut-être revenir un petit peu sur la genèse de cette conférence. Pourquoi avoir organisé cette conférence ? Il nous paraissait pour nous important d'organiser un tel événement pour essayer de comprendre le projet qui avait été soumis au Comité international olympique et surtout d'envisager, d'évaluer les conséquences de cette candidature à la fois pour Paris, pour le Grand Paris, pour la région Île-de-France, mais aussi sur les impacts qu'il pouvait y avoir pour la France. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, alors si le suspense est évidemment tout à fait réduit, c'est de voir un petit peu comment est-ce que le 13 septembre à Lima, le CIO va ratifier un accord qui va donc donner une double attribution pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en 2024-2028, respectivement Paris et Los Angeles, et un petit peu comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière, puisque au prix d'une candidature qui a duré un peu plus de 2 ans, qui a connu quelques rebondissements avec des abandons de villes comme Rome, Budapest ou Boston, il va être un petit peu intéressant de se pencher sur les conséquences de cette attribution, voir comment elle va pouvoir se dérouler. Il va être aussi intéressant de s'interroger sur l'héritage de ces Jeux. Alors, si la candidature n'est officiellement pas encore acceptée, mais toujours en essayant de se projeter et voir un petit peu quelles vont être les conséquences directes de cette attribution. La question du budget est aussi quelque chose qui interroge beaucoup et qui suscite beaucoup de débats. Ça va être aussi l'occasion de revenir sur cet élément-là. En d'autres termes, je vais toujours poser la même question à mes intervenants qui chacun à leur tour vont apporter des réponses différentes mais aussi complémentaires, je l'espère, sinon vous serez aussi là pour vous poser des questions à la fin de cette conférence. La question que je poserai à tous mes intervenants sera à peu près la même, ce sera de savoir en quoi, pour eux, la candidature de Paris 2024 représente un atout pour la France. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce sujet, je vais laisser la parole aux intervenants. Je vais peut-être m'adresser d'abord à Thierry Rey pour peut-être qu'il présente le projet de Paris 2024 et essayer de comprendre pourquoi pour lui le projet est un atout pour la France. Sur le petit bouton rouge. Bonsoir. Très brièvement, je vais vous faire un petit historique puisque cette candidature a commencé à être phosphorée en 2012. On était au jeu avec le président de la République, François Hollande, à Londres. Et dans un premier discours à la famille olympique et aux membres de l'équipe de France, représentés par le Comité national olympique français, il a ouvert au nom de l'État une possibilité, une opportunité en disant qu'il était tout à fait souhaitable de peut-être réfléchir à engager la France pour accueillir les Jeux olympiques. Évidemment, après les échecs successifs, qui peuvent être expliqués, quand on a perdu en 92, la France a obtenu les Jeux d'hiver, donc on ne pouvait pas évidemment voir les Jeux d'été. Quand on a perdu contre Pékin pour les Jeux de 2008, au bout d'un moment, le CIO ne peut pas ignorer 1,3 milliard et la puissance qu'est la Chine.
Et puis quand on a la véritable défaite, c'était effectivement contre Londres, où on a perdu à 2 voix en 2012. Et justement, à la suite, en 2012, de ces Jeux de Londres, il y a eu une réflexion qui s'est entamée grâce au mouvement sportif français et au comité olympique. On a réuni environ 200 personnes qui ont travaillé sur 12 thématiques pour prendre un rapport qui était une étude de faisabilité sur des thématiques diverses et variées pour estimer l'attrait et la faisabilité d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en France. Ce rapport a été rendu, l'État était toujours assez allant sur cette envie de Jeux olympiques. Et puis la maire de Paris, tout à fait légitimement, a voulu maîtriser le calendrier et a rappelé un peu tout le monde à l'ordre, que ce soit la ville, l'État, la région, le mouvement sportif, en disant que, on le rappelle, c'est elle qui signe l'engagement. Le CIO attribue les Jeux à une ville et à un comité olympique, donc c'est la double signataire avec le président du comité olympique. Donc la maire a souhaité maîtriser le calendrier et a rappelé à tout le monde que c'était elle qui voulait avoir la main sur le dossier. Elle a pris connaissance de cette étude de faisabilité et elle a été convaincue que c'était possible d'engager cette campagne. Nous sommes donc partis sous la forme d'une association. Nous avons donc réuni ce qu'on appelle les fondateurs à l'initiative du mouvement sportif. Tout de suite, il a été décidé que ce serait le mouvement sportif qui serait devant. Donc un certain nombre de champions, un certain nombre d'anciens champions. Et le mouvement sportif a convaincu des fondateurs que sont l'État, la ville, évidemment la maire, et la région, qui était à l'époque portée par M. Huchon, de soutenir cette candidature. Nous avons monté donc une association, on a fait les statuts, on a monté l'association. Puis dans une deuxième phase, nous avons créé un groupement d'intérêt public avec toujours ses fondateurs et le mouvement sportif majoritaire dans ce groupement d'intérêt public. Nous avons été officiellement candidats il y a 2 ans, en décembre 2015. Et puis s'est engagée la campagne contre les adversaires. Effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, au nombre de 5, en rappelant que Los Angeles s'est substitué à Boston, qui a préféré se retirer sous la pression de ses habitants. On rappelle qu'il y avait Rome, qui a entre-temps aussi une nouvelle maire, qui s'appelle Virginia Raggi, et qui a, au bout d'un moment, estimé que la ville était trop endettée pour pouvoir assurer une organisation crédible des Jeux olympiques et paralympiques. Il y avait Budapest, avec je ne vais pas évaluer politiquement ce pays, mais on sait qu'elle a un Premier ministre qui est un peu sur des lignes un peu complexes par rapport aux valeurs du CIO. Et dernièrement, il y a une envie de la population de générer un référendum. Et pour cela, il fallait 150 000 signatures. Et ils en ont eu 260 000. Donc le pouvoir et la ville a compris qu'il valait mieux arrêter. Et puis il y a Hambourg, c'est la première ville d'ailleurs qui a arrêté, qui a fait un sondage, qui a fait un référendum alors que les sondages étaient tout à fait très hauts. Et le oui, le non, l'outil du référendum a fait que la population a souhaité à 51% ne pas se présenter au jeu. Voilà, c'est un peu l'historique. On s'est retrouvé donc face à Los Angeles. Je vais essayer de faire court. Et s'est engagé les 6 derniers mois où le président Thomas Bach a estimé qu'il y avait trop de perdants, qu'au bout d'un moment, il fallait respecter ces 2 candidatures qui proposaient 2 propositions tout à fait diverses, mais tout à fait crédibles. Et il a émis l'idée d'une double attribution qui a été décidée donc à Lausanne le 10 et le 11 juillet dernier et qui se concrétisera par un vote des membres du CIO le 13 septembre. Donc je vous rassure, nous avons toutes les chances d'avoir les Jeux olympiques et paralympiques dès le 13 septembre au soir. Voilà. J'aurais pu vous dire encore 1000 choses, plus de détails, mais je ne suis pas seul et je vais laisser mes coreligionnaires parler. Voilà. Merci. Marie-Cécile Nave, peut-être justement pour venir compléter ce qu'a dit Thierry Rey, pour vous, en quoi les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 représenteraient un atout pour la France ? Bonsoir. C'est vrai que c'est important de dire Jeux olympiques et paralympiques parce que les médias disent beaucoup les JO, et chaque fois que moi je vais dans les médias en parler,
je dis c'est les Jeux olympiques et paralympiques, les mots ont un sens et les choses existent quand on les nomme. Si on nomme pas les choses, elles n'existent pas. C'est assez trivial, mais c'est comme ça. Je crois que dans le sport en général et sur la question des JOP en particulier, il faut éviter 2 types de discours. Il faut éviter le discours angéliste, disant le sport peut tout faire, le sport peut à lui seul transformer la société, le sport a des valeurs abstraites et souvent incantatoires. Et il faut éviter un discours inversement de critique stérile qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, mais auquel il est facile de répondre. Mais enfin, il est un petit peu en train de monter chez certains intellectuels ou journalistes, auxquels on est confronté tous les jours d'ailleurs, c'est intéressant, une critique stérile du sport qui méprise le sport, qui considère que c'est un monde corrompu et ou d'amuseurs publics, mais sans intérêt sociétal. Et entre ces 2 discours, il y a évidemment la place pour un 3e discours qui est beaucoup plus productif, qui, je pense, se concrétise bien dans la candidature de Paris 2024, qui est que cette candidature, elle répond à un besoin sociétal global. Et elle a été construite, d'ailleurs, comme le rappelait Thierry Rey, en ce sens-là, avec une très large concertation auquel on a participé avec Sport et Citoyenneté depuis 2014, qui a associé évidemment le monde du sport, le mouvement sportif, comme il se définit lui-même, mais aussi d'autres types d'associations, des citoyens, des chercheurs, des organismes publics. Et puis, petit à petit, il a été réfléchi avec le politique et en particulier en interministériel, dont il y a plusieurs des protagonistes dans la salle que j'ai reconnus pour en avoir été une moi-même. Et donc, c'est un projet qui a été pensé de manière élargie. Il y a une gouvernance élargie. C'est très intéressant parce que ça veut dire que le sport est en train d'évoluer en ce sens de manière positive. Le sport sort du sport, pour paraphraser Alain Ehrenberg. Vraiment, ça devient un enjeu sociétal, un enjeu économique global. Et c'est ça qui est intéressant dans cette candidature. C'était déjà le cas un petit peu avec Londres, mais là, vraiment, on a franchi une étape. Et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de... je dirais pas forcément de promesses, mais de projets qui sont sur la table, à partir desquels sur lesquels il faudra rendre des comptes. Parce que la société sera attentive, la société civile, les chercheurs, les associations, le monde médiatique évidemment, le monde économique tous ces gens seront attentifs au fait que, par exemple, on a dit, ben voilà, on va créer de l'emploi, des formations pour la jeunesse du 93 et du 95, ok, prouvons-le, faisons-le, prouvons que ça fonctionne. On va réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au JO, je crois que c'est le JO de Londres. On va créer de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont Mohamed Younous, ont été associés à cette candidature. Aujourd'hui, Tony Estanguet disait qu'il avait conclu un accord avec plusieurs organisations syndicales pour que l'emploi dans cette candidature et dans l'organisation même des Jeux en 2024 soit exemplaire sur bien sûr le respect du droit du travail, mais aussi la signature d'une charte d'exemplarité sur le bien-être au travail en particulier. Donc tout ceci, je trouve que c'est intéressant. Et en même temps, le sport ne peut pas tout. C'est important de le rappeler. Le sport ne peut pas tout, mais il peut être un levier d'innovation. Alors, l'innovation, c'est pas forcément révolutionnaire. L'innovation, ça peut être prendre des objets traditionnels, mais les appréhender d'une nouvelle manière. Et le sport, c'est un objet très ancien, traditionnel s'il en faut. Mais c'est l'occasion d'en faire vraiment un accélérateur de changement, d'emmener la société avec ce projet qui n'est pas uniquement réservé aux compétiteurs, qui n'est pas uniquement réservé au sport de haut niveau. C'est vraiment l'occasion de dire, voilà, la sédentarité tue. La sédentarité de la jeunesse est un fléau. La sédentarité des femmes qui sont plus sédentaires que les hommes, on le sait, c'est un fléau social, c'est un fléau sanitaire. Ça pourrait être l'occasion pour le monde du travail, par exemple, de mettre en place, parce qu'en France, on est très, très en retard, des dispositifs de santé et de bien-être sur le lieu de travail grâce à l'activité physique et sportive. Une concrétisation auquel on pourrait réfléchir, c'est que, par exemple, toutes les entreprises qui investissent dans le sponsoring pour ces jeux, pour chaque euro investi dans le sponsoring, on pourrait envisager que 1 euro soit investi dans la RSE, et notamment dans le sport au travail. Ça peut être
voilà, un levier d'innovation économique auquel on n'a pas forcément pensé jusqu'ici. Et après, il y a une dimension d'infusion, évidemment, dans le monde économique en général. Deux autres points pour aller rapidement, et après on pourra approfondir, bien sûr, s'il y a des questions. Comme c'est un sujet sur lequel je travaille par ailleurs, je l'ai bien en tête, la question d'éducation par le sport. Tout ce qu'on peut apprendre dans le sport en termes de pratique, en termes d'encadrement, en termes aussi de bénévolat, parce que le bénévolat sportif, c'est le deuxième secteur de bénévolat en Europe, et la France est également, c'est également le deuxième secteur de bénévolat en France. Dans le bénévolat, on apprend beaucoup de choses et on se forme, on devient technicien, on acquiert un certain nombre de compétences qui sont à ce stade, dans notre pays, assez peu, voire pas, reconnues par le monde du travail, par les universités, par les grandes écoles, par le monde de la formation d'une manière générale. On apprend à gérer une équipe, on apprend à gérer un budget, organiser un événement de cette ampleur, ça ne s'improvise pas, mais ça va être possible grâce aux bénévoles. Donc on pourrait envisager que les compétences qu'on acquiert dans le bénévolat sportif, mais aussi dans la pratique sportive, mais aussi dans l'encadrement sportif, puissent être reconnues de manière un peu plus formelle dans les parcours d'études, dans les parcours de formation, dans la formation tout au long de la vie et bien sûr dans le monde professionnel. On peut se servir des JOP, je crois, pour ça. L'autre dimension sur laquelle je voulais insister, c'est l'action de la recherche. La conférence des présidents d'université a signé une convention avec Paris 2024 dans laquelle il y a un certain nombre d'engagements réciproques et notamment le fait de développer les recherches sur l'olympisme. Pour l'instant, ça reste une phrase assez vague, mais je crois que ça peut devenir quelque chose d'intéressant sur comment finalement les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme peuvent se concrétiser dans la société française, dans le monde économique, comment ça peut être... comment ça peut nourrir des réflexions sur la cohésion sociale. La candidature de Paris 2024, elle s'appuie sur un discours extrêmement optimiste de valorisation de la jeunesse, de valorisation de la diversité culturelle, sur le développement durable, sur la richesse de tous les territoires, et notamment les territoires du nord et de l'est de Paris. Et moi, je crois que ce n'est pas juste des mots, parce qu'on est quand même dans un pays, et en Occident en particulier, où les discours déclinistes, les discours de clivage social, les discours de pessimisme identitaire sont extrêmement présents. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un peu quelque chose qui me quitte jamais, mais petite parenthèse pour dire que Donald Trump n'a jamais parlé, ni en positif, ni en rien, des Jeux Olympiques à Los Angeles. Ça ne l'intéresse pas. Le soft power du sport, ça ne l'intéresse pas. Et en particulier, moi, je crois que c'est parce que c'est aussi un discours très de cohésion sociale, de richesse, de valorisation du multiculturalisme, d'optimisme sur la jeunesse. Et la décision qu'il a prise aujourd'hui sur la jeunesse américaine ne va pas du tout dans ce sens, mais plutôt dans la continuité de décisions très clivantes sur la société américaine. Bref, je referme la parenthèse. On pourrait envisager, sur le plan de la recherche en France, par exemple, de lancer un grand financement public de recherche sur les retombées économiques et sociétales, donc pour le coup la partie héritage des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques apportent à la société française? Quels indicateurs on pourrait créer pour se dire, voilà, combien d'emplois ça peut ou ça a créé, quels impacts ça a eu sur l'environnement, quel impact ça a eu sur la cohésion sociale. C'est vraiment des choses qui, dites comme ça en deux secondes, sont extrêmement abstraites et faciles, mais je crois que ça serait un bon investissement de la recherche française et bien sûr européenne, parce que c'est aussi une candidature européenne. Elle est soutenue par le Parlement européen. La ministre y est allée récemment. Et le dernier point, et après je m'arrêterai, c'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi un sujet que je trouve vraiment très important dans le sport et ailleurs. Le sport a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, même si on est encore loin de l'égalité parfaite en termes de médiatisation, en termes de gouvernance en particulier. Mais si on était exemplaire dans l'organisation des Jeux sur ce sujet-là, s'il y avait une parité parfaite dans l'organisation, dans le comité d'organisation, dans le bénévolat, dans les responsabilités, dans
dans la visibilité des sportives et des sportifs, eh bien, ça aussi, ça participe d'une bonne image de la France à l'étranger. On n'a pas toujours une bonne image sur ce sujet-là. Et puis, ça pourrait donner une impulsion au monde économique en général et lutter contre les stéréotypes de genre qui sont quand même assez présents. Donc voilà, pour moi, il faut prendre le sport au sérieux. C'est une occasion de le faire. Le sport est encore trop critiqué, encore trop peu pris au sérieux dans notre pays, alors que c'est un levier d'innovation sociale, un levier de changement social très important qui est sous-estimé. On perd de l'argent à cause de ça, on perd de la confiance, on perd de la cohésion sociale, on perd de la richesse tout simplement à tous les sens du terme. Et pour moi, sans être angéliste, parce que je suis sociologue, donc je suis par définition quelqu'un de critique, sans être angéliste, ça peut être vraiment une compétition qui est porteuse d'espoir et qui est porteuse d'innovation sociale, économique, écologique, etc. Merci. Astrid Guyard, compte tenu de vos très multiples casquettes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces Jeux olympiques et ces Jeux paralympiques qui logiquement devraient être attribués à Paris, et en quoi ça pourrait être un atout pour la France de les accueillir? Bonsoir à tous. Donc l'atout que je vois à la candidature et à l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, cet atout, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'impliquer dans ce projet. J'ai souhaité être ambassadrice de la candidature. C'est un mot, c'est la jeunesse. Voilà, le sport, c'est ma vie. J'ai fait 3 Jeux olympiques. Alors quand on est athlète, c'est un peu égoïste comme projet. On souhaite une médaille, donc on fait du sport pour soi. Et là, j'avais envie de passer d'un projet olympique personnel à un projet olympique pour les autres. Et cette candidature en a été l'occasion. J'avais envie d'offrir ça à la jeunesse française, à sa population. Le sport, c'est des valeurs, c'est grandir, c'est se découvrir, c'est se dépasser. C'est quelque chose qui m'a permis de me révéler dans ma vie personnelle, professionnelle. Et voilà, j'avais envie que les jeunes d'aujourd'hui, cette génération 2024, elles puissent toucher ça du doigt, elles puissent grandir avec ces valeurs. Donc c'est vraiment ça, moi, qui m'a, on va dire, motivée à rejoindre cette candidature. Et c'est toujours ça qui m'anime. Donc moi, vraiment, l'atout de cette candidature et de cette attribution, c'est vraiment pour la jeunesse, pour l'héritage. Marie-Cécile l'a dit, il y a une véritable concertation de la population française qui a été faite. Donc c'est vraiment un projet fait pour tout le monde, pour tous les Français, pour le sport, pour les Parisiens, mais pour tous les Français également. Et donc, c'est vraiment ça qui est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet héritage, ce n'est pas juste un mot, c'est-à-dire qu'on verra plus tard. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé auprès des écoles, des maternelles, des lycées. Il faut savoir qu'il y a déjà plus de 2 millions d'enfants qui ont été touchés par des dispositifs de Paris 2024 sur l'olympisme et ses valeurs. J'ai eu la chance de faire partie de plusieurs visites d'école. Je peux vous assurer que c'est un moment qui est incroyable. Alors, j'y suis allée avec mes petits bouquins pour enfants, parce qu'il se trouve que c'est des bouquins sur le sport, sur les Jeux olympiques, ses valeurs, ses rencontres, parce qu'on fait des très belles rencontres avec le sport, parce que le sport, c'est ça aussi. C'est le fait de mélanger différents, on va dire, milieux sociaux entre eux. J'ai fait des rencontres que je n'aurais jamais faites sans le sport. Voilà, donc je suis venue avec mes petits bouquins. Il se trouve que les maîtresses, elles avaient très bien préparé ces événements. Les enfants avaient pu faire des exposés sur les différents sportifs qui étaient venus les rencontrer. Et très sincèrement, quand on voit l'accueil qu'on reçoit, quand on voit leurs yeux se mettre à briller, quand on entend des commentaires dire c'est le plus beau jour de ma vie d'école, quand ils sont en train de plaindre ceux qui n'ont pas pu venir, qui vous regardent avec des yeux ronds et qui vous disent mais pourquoi nous? Pourquoi vous êtes là pour nous? Là, on comprend pourquoi on fait tout ça. Quand à la fin, quand on repart, on a le droit à des câlins, on se dit mais voilà, c'est pour ça que je fais du sport. Moi, j'ai fait les Jeux olympiques pensant que le plus important, c'était de savoir si j'allais avoir une médaille ou pas. Le plus important, c'est ce qu'on va transmettre. Cette candidature, elle va transmettre et elle transmet déjà. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est le plus bel atout. Alors ça, c'était un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres dispositifs. Je pense à Pédagogie qui permet de permettre l'éducation par le sport avec des athlètes qui se sont impliqués à l'étranger, qui ont fait des déplacements Vanuatu, au Kosovo, au Brésil, en Haïti. Il y a également des choses sur le sport santé. La semaine de l'olympisme, bien sûr, qui va continuer chaque année à se mettre en place en impliquant les écoles et les maternelles et les lycées également. Voilà, donc c'est tout ça qui compte pour moi. Et j'espère qu'on saura remplir cette mission qui nous attend sur l'héritage des Jeux.
Et justement, concernant votre investissement dans cette candidature, si la jeunesse était vraiment quelque chose qui tenait à cœur, la question de la formation, de l'accompagnement, de l'éducation, c'était aussi, avec par exemple la génération 2024, c'était aussi quelque chose que vous avez expérimenté? Alors, on a été dans les écoles, c'est comme ça qu'on a expérimenté en fait le fait que le sport peut révéler des choses. En fait, le sport peut être un sujet transverse où on va toucher du doigt les valeurs civiques, des valeurs sociétales, le français, expliquer les règles du sport. Donc c'est vraiment, on va dire, un outil pédagogique. C'est justement ça que Play International aussi a mis en place au travers de son outil pédagogie. Pour le jeu de mots. Et voilà, il faut le prendre comme un outil, ça fait pas tout, Marie-Cécile l'a dit, mais par contre, quand on s'en sert bien, quand il est incarné, parce que c'est ça aussi qui compte, c'est que effectivement, quand on arrive dans les classes, là d'un coup, c'est concret pour les enfants. Et ce qui va se passer avec Paris 2024, c'est que là, ce sera pas derrière la télé. Ce sera en live, ce sera du vrai, quoi. Et là, on va ressentir. Et quand on ressent, on comprend mieux et on apprend plus vite. Et c'est ça aussi que ça va offrir, le fait d'être à la maison dans 7 ans. Merci Astrid Guyard. Pascal Boniface, pour vous, quels sont les atouts de cette candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques? Bonjour, oui, ça va être un moment formidable et je crois qu'aussi bien au niveau interne qu'international, ces Jeux auront un impact positif pour le pays. Peut-être une mise en garde par rapport à ce qui a été dit par Thierry, c'est vrai qu'il y a toujours un scepticisme d'une partie des élites en France par rapport au sport. Il y a toujours une sorte, au départ, de mépris. Le sport est censé ne pas être intellectuel. Et maintenant, au mépris, s'est joint la jalousie, parce que les sportifs sont connus, certains pas tous riches, mais en tous les cas, ils ont une place sociale qu'ils ont acquise, qui n'était pas évidente au départ. Et donc, il y a des réticences aussi à une forme d'ascension sociale. Le sport, c'est très démocratique. On ne réussit pas par un réseau, on réussit par le travail, par le talent, par ce mélange et par soi-même, par aussi les autres, mais pas au sens réseau, au sens d'effort collectif et non pas le piston dans le sport. Vous pouvez être l'héritier d'une grande famille ou avoir plein d'amis bien placés. Ça ne vous fait pas courir plus vite, être plus habile au fleuret ou pouvoir balancer quelqu'un de plus lourd que vous par terre. Donc c'est quand même ça, très démocratique et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que c'est rejeté par certains. Et moi, ce que je crains le 13 septembre, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est facile, Paris était la seule ville candidate et donc c'est pas une vraie victoire. » Mais la victoire, elle a lieu avant. Si Paris est la seule ville candidate le 13 septembre, c'est que tous les autres, les uns après les autres, ont été battus avant, y compris sur Los Angeles. On ne peut pas dire que, et on entend déjà que finalement Los Angeles s'en est mieux tiré en ayant 2028. Non, Los Angeles aurait préféré avoir 2024. Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir 2024 et que donc il valait mieux se rabattre sur 2028 parce qu'ils n'auront pas plus d'avantages. Et la vraie victoire, c'est la victoire par rapport à Los Angeles. Et ils ne sont pas là, mais on a des amis communs avec Carole qui pariaient que Paris n'avait aucune chance. Revenons encore 6 mois ou 9 mois en arrière. Les gens qui disaient non mais ça y est, contre Los Angeles, on n'a aucune chance. Ce sont les Américains. Il y a la télé, il y a Coca-Cola. Donc la partie est perdue d'avance. Et puis ensuite, si Rome, Budapest et d'autres ont abonné à cours de route, c'est qu'ils n'avaient pas finalement les moyens d'avoir un dossier. Et c'est aussi, je crois, pour certains, bon, il y a bien sûr des arguments propres, mais que, voyant le dossier de Paris, ils se sont dit, OK, c'est foutu, on n'a pas de chance. Parce que le dossier, pour ceux qui l'ont vu, il n'est pas bon, il est excellent. Il est excellent. C'est un des meilleurs dossiers. On va faire des jeux qui vont être les premiers jeux de l'agenda 2020, c'est-à-dire des jeux à l'économie, mais en même temps fastueux. Fastueux sur le plan de l'organisation, mais à l'économie parce que finalement, on a remis l'église au centre du village en faisant des jeux pour 6,5 milliards de dollars. Donc, les jeux pharaoniques ou qui sont inabordables pour beaucoup de pays, Paris sera les premiers Jeux olympiques d'un retour à une ère de sagesse. Sagesse ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la fête, qu'il n'y aura pas cela. Et quand on voit les jeux, le dossier, les deux atouts principaux, c'est qu'on va mettre en scène tous les grands monuments de Paris et des alentours, je pense au château de Versailles, ce qui va faire une vitrine publicitaire pour le tourisme en France, comme on n'en a jamais eu. Parce que pendant 15 jours au moins, mais en fait déjà avant, parce qu'il y a des gens qui vont venir avant, qui vont s'installer, on va donner envie aux gens d'aller à Paris,
tout simplement. Peut-être pas la première année, peut-être pas en 2024, parce qu'il y a toujours un effet d'éviction. Les gens se disent, oulala, il y aura plein de monde pour les Jeux, donc j'irai après. Mais quand, pendant des heures et des heures, on verra la Tour Eiffel, le Château de Versailles, le Grand Palais, etc., ça va donner envie de venir à Paris. Et en plus, l'autre atout, c'est que ce sera les premiers Jeux où toutes les épreuves, ou 90% des épreuves, sont à une demi-heure de transport. Et là, Los Angeles ne pouvait pas lutter contre cela. À une époque quand même où l'agenda vert compte au moins, peut-être pas pour Trump, mais y compris aux États-Unis. Donc le fait d'avoir des réseaux de transport en commun, une fluidité dans la circulation, avec en plus, c'est plutôt prévu dans le Grand Paris, mais ça va aider la liaison Paris-Roissy direct qui nous fait diablement défaut. Alors on a beaucoup d'inquiétudes sur le coût, mais le coût, il n'y a qu'une seule installation qui n'est pas faite sportive, c'est la piscine, qui par ailleurs en termes d'héritage, dans un département où la moitié des enfants de plus de 11 ans ne savent pas nager, sera quand même un héritage important. Et le village olympique, là aussi c'est le deuxième grand élément, on ne peut pas dire qu'il y a abondance de logements en Seine-Saint-Denis. Et donc là, le fait d'avoir fait Paris mais Seine-Saint-Denis, je pense que c'est l'alliance aussi des deux qui compte, notamment en termes d'héritage, est vraiment un dossier qui a tout simplement bluffé les membres du CIO. Donc les autres ont été battus. Ils n'ont pas dit non, passe mon tour, etc. Ils ont été battus par le dossier. Et ça, il faut le marteler parce que tous ceux qui n'aiment pas le sport vont venir dès le 13 septembre à 20h05 commencer à dire ah oui, mais c'est trop facile, etc. Et puis après, on va voir jusqu'en 2024, si un train qui est en retard, un métro qui n'est pas mal lavé, on va dire ah, c'est à cause des Jeux et du coût des Jeux. Le nombre de gens qui disent on ne pourra pas circuler en Paris à cause des Jeux, bah, on peut débattre sans fin sur la circulation à Paris. Mais il n'y a pas de travaux pour les Jeux Olympiques dans Paris Intramuros. Donc c'est complètement de mauvaise foi. C'est soit de l'ignorance, soit de mauvaise foi, les deux étant cumulables d'ailleurs, que de dire qu'il y aura des ennuis de circulation dans Paris à cause des Jeux Olympiques. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les pistes vinaigres qui vont venir critiquer cela. Les Jeux à Paris, ça va être formidable pour la société française. On est un des pays, c'est dans toutes les études d'opinion, montrent que c'est la France, c'est pour des raisons qui paraissent quand même surréalistes, un des pays les plus pessimistes au monde. Il y a plus de pessimistes en France qu'en Afghanistan et en Irak, ce qui peut quand même paraître curieux. Bon, c'est vrai que chez eux, ça peut plus s'améliorer que chez nous, mais enfin quand même. Et là, les Jeux, on a quand même perdu 6 fois. Le dossier, là, et moi je rends hommage à toute l'équipe de Paris 2024, c'est qu'ils ont fait un boulot formidable, collectif, avec une énergie, vraiment une répartition des tâches. Et pour une fois, les Français ont appris de leurs erreurs. Voilà, on a appris de nos erreurs, pourquoi on a perdu. Alors il y a des raisons rationnelles par rapport à la Chine, mais 2012, ça nous est quand même resté en travers de la gorge. Et là, on a étudié pourquoi on a perdu. Et donc, le dossier a été monté différemment pour se donner les garanties de gagner. Et la victoire, elle est au final. Et ceux qui ont monté ce dossier, qui se sont battus pour mettre en avant la couleur de Paris, doivent être remerciés pour le boulot formidable qu'ils ont fait, parce qu'ils vont amener un élément de fierté, un élément de joie, un élément, effectivement, le sport, c'est le dépassement des classes sociales, des âges, des genres et des opinions pour être ensemble. On a beaucoup dit, moi j'ai eu la chance d'aller, pas comme athlète, quoi, mais sinon, bon, ça aurait été un peu problématique pour la qualité des Jeux, mais comme spectateur à Berlin et à Rio, mais tous les Londoniens étaient fiers, et à Rio, les gens protestaient, mais ils ne protestaient pas contre les Jeux, ils étaient contents de voir du monde arriver, ils protestaient contre leur gouvernement. Ce qui prouve d'ailleurs que le sport n'est pas l'opium du peuple, contrairement à ce que disent certains, et qu'on peut avoir une conscience politique tout en étant l'hôte des Jeux Olympiques. Mais il y avait une joie, une fierté d'être au centre du monde pendant la période des Jeux que l'on voyait. Et donc ça va être pour toute la population française qui a besoin de se mobiliser, qui a besoin d'avoir un peu plus d'estime de soi, qui a besoin, sans tomber dans l'arrogance, d'avoir un peu plus de confiance et d'aller de l'avant, ça va être une nouvelle formidable, parce qu'il ne faut, une fois encore, pas sous-estimé, parce que c'est une vraie victoire, et une victoire qui s'est eue au mérite, pas une victoire par abstention des autres, etc., et qui, une fois encore, n'avait rien de certain il y a encore quelques mois. Donc on ne vienne pas nous jouer à Ramona sur le fait que c'est trop facile d'avoir les Jeux. Ensuite, au niveau international. Au niveau international, quand on voit quand même l'importance que le sport a au niveau mondial, on ne peut que se féliciter de recevoir les Jeux. Et il y a une vraie concurrence mondiale pour héberger les événements sportifs universels et les événements sportifs mondialisés. Et quoi de plus universel que les Jeux Olympiques ?
moi qui ai une passion jugée coupable par certains pour le football, les Jeux Olympiques, c'est tous les pays, c'est pas 32 ni 40, c'est tous les pays. D'ailleurs, y compris Israël-Palestine, y compris Chine, Taïwan et Hong Kong, qui ne cohabitent pas à l'ONU, mais qui cohabitent parce que le CIO est plus fort que l'ONU sur certains points. Il y a tous les pays et il y a tous les sports. C'est vraiment l'universel. C'est, je crois, David Douillet qui disait, c'est un zoo humain parce que comme tous les sports sont présentés, il y a tous les types physiques, effectivement, et toutes le pastel des couleurs que les humains peuvent avoir sont représentés aux Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, le rayonnement d'un pays passe aussi par le fait de recevoir et de bien recevoir ces événements sportifs mondialisés parce que, effectivement, là, les gens vont voir que le système de transport en commun à Paris, ça fonctionne, que les monuments, ils sont vraiment admirables, etc. Donc, on va mettre en lumière tous les atouts de Paris et des alentours et plus largement du pays. Donc, ça va donner un boost complet à l'image de la France, mais aussi, une fois encore, à la confiance que les Français ont eux-mêmes. Et donc, il faut dépasser le pessimisme ambiant, le je m'en foutisme, le aquabonisme qui est trop souvent dans l'air. Et ça, les Jeux Olympiques vont vraiment fouetter. On a quand même quelques souvenirs. On a les souvenirs du bonheur qu'avait apporté la Coupe du Monde 98. Et Jacques Lambert me disait récemment que son plus grand regret, c'est à l'époque de ne pas avoir pensé à l'héritage. Et quand il s'est occupé de la championnat d'Europe des Nations 2016, là, il s'est occupé de l'héritage et il a vraiment... Bon. Les mondiaux d'athlétisme en 2003 ont été aussi un bon moment, la Coupe du monde de rugby, et je ne voudrais pas citer tous les mouvements, mais regardez l'an dernier, championnat d'Europe des Nations en France. Mis à part le résultat de la finale, tout s'est bien passé. Combien de gens ont dit « Non, faites pas de fan zone, ça va être dangereux ». Il y a eu des fan zones, c'est sécurisé, ok, il y a un coût de budget sécurité, mais si on peut sécuriser un stade, on peut sécuriser une fan zone. Et la grande fan zone, alors je sais qu'il y a un nom anglais que je n'ai pas retenu, qui désigne maintenant les fan zones, mais qui va aller du Trocadéro au parc de la Villette, où tout le monde va pouvoir, même ceux qui n'ont pas de billets pour aller au stade, et il y aura des billets à 10, à 20 euros, mais même ceux qui n'ont pas de billets pour aller au stade, c'est ça qui est formidable. On va dans ces zones où sont retransmises les épreuves, on va pouvoir apprendre une pratique sportive. Ça, il faut partager, donc LiveSite, voilà. Donc les sites de vie, et LiveSat, qui vont permettre aux gens de se rencontrer, de découvrir une pratique sportive, un sport qu'ils ne connaissaient pas, parce que tous les sports auront leur exposition, et surtout d'être ensemble. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une grande compétition sportive, dans ces fan zones, lifestyle, zone de vie, ou enfin truc sympa où on va ensemble, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas, on va discuter sans fin sur tel ou tel résultat, et ça fait du vivre ensemble. Parce que le sport, c'est avant tout du vivre ensemble. C'est avant tout du vivre ensemble pour combattre les préjugés ethniques, raciaux, de classe sociale que l'on peut avoir. Parce que sur le tatami ou sur la piste, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde est sur la même... on est toujours tous sur la même ligne de départ. Après, c'est le travail, une fois encore, et le talent qui fait la différence. Moi, le travail, je l'avais, mais le talent, je ne l'avais pas beaucoup, donc j'ai dû arrêter assez vite. Bon. Et donc, c'est ce vivre ensemble que la pratique sportive, mais aussi que le fait d'assister, de participer à ces fêtes ensemble fait, et ça redonne finalement un sourire collectif. Et donc, c'est cette notion du sport, symbole du vouloir vivre ensemble, symbole de la rencontre, parce qu'en fait, très souvent, quel sera le premier rapport qu'un enfant aura avec l'étranger? Ça ne sera pas un sportif. Parce qu'il va admirer un sportif, même s'il n'a pas sa couleur de peau, sa nationalité, ou ses convictions ou absence de convictions religieuses. Et donc, le sport, contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas la fermeture, c'est au contraire l'ouverture aux autres. C'est l'ouverture aux autres nations, aux autres disciplines, aux autres, et une fois encore, rien de tel que les Jeux Olympiques pour avoir cette ouverture-là. Donc, dans un pays comme la France, qui est quand même rongé par le pessimisme, qui n'a pas une très grande estime de soi en règle générale, dans lequel les problèmes sociaux et dans lesquels les problèmes de cohabitation entre différents Français se posent. Là, oui, je suis d'accord avec Marie-Cécile, le sport n'est pas une baguette magique. Il ne faut pas attendre du sport qu'il résolve tous les problèmes qui se posent. Et ceux qui disent, oui, France 88 n'a pas... Non, on ne peut pas demander, même une victoire dans la Coupe du Monde, de tout régler. Mais c'est un outil.
C'est un outil qu'il faut savoir utiliser pour améliorer. On ne va pas tout régler avec le sport, mais on va améliorer les situations individuelles et collectives et on va redonner un sourire aux Français et au-delà à ceux qui viendront en France. Et en ce sens-là, c'est une nouvelle formidable parce que à partir du 13 septembre, on sera dans l'attente de ce moment-là. C'est vrai que ceux qui vont partir à Lima n'auront pas la boule au ventre de la peur du résultat, mais enfin, en tous les cas, parce que le boulot a été fait avant, une fois encore. Et puis, d'ici l'ouverture, dont j'imagine la date n'est pas encore fixée officiellement, mais qui sera probablement fin juillet 2024, eh bien, on va avoir la préparation, l'attente, et au fur et à mesure, on va construire ces Jeux avec un dossier formidable et une attente des Français et du monde extérieur, parce que le monde entier aura les yeux braqués sur Paris et sur la France en juillet 2024. Merci Pascal Boniface. Thierry Rey, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais vous décrire, à la suite de ce propos, les 3 axes principaux qui nous ont animés pour construire cette candidature. D'abord, les Jeux Olympiques, c'est quand même, comme on le disait, recevoir le monde entier. Le monde entier débarque chez vous. C'est 206 nations qui vont venir en France avec 10 500 athlètes. Donc ça, c'est un chiffre qui est bloqué. Et 28 sports, ça représente plus de 40 championnats du monde. Et vous devez accueillir pendant 3 semaines, pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques, c'est 170 nations et 17 sports. Et vous devez vous préparer à accueillir le monde entier. Des athlètes, des entraîneurs, des médecins, des spectateurs. Et tout le monde vient avec un objet, c'est vibrer ensemble, avoir de l'émotion. L'émotion, tout à fait rapidement, aujourd'hui, on en obtient grâce à la culture, grâce au sport, peut-être au travail, peut-être quand on est en groupe. Mais je pense que vraiment le sport et la culture de manière ludique permettent vraiment d'atteindre des moments de partage ou de chemin personnel qui sont assez rares. Donc notre objet, le premier objet, c'est de réussir l'accueil en 2024 de cette cérémonie des Jeux Olympiques, de cette célébration, organiser une grande compétition. Et pour ce, on a axé notre déroulé sur vraiment 2 thématiques principales. On a mis Paris au service des Jeux, Paris pour magnifier les Jeux. Donc ça se traduit par l'organisation de compétitions, d'épreuves dans Paris, avec notamment des sites qui existent déjà, et on les connaît, hein, c'est Roland-Garros, c'est Bercy, qui a été rénové récemment. C'est un Bercy 2 qui sera construit parce qu'à Paris, on n'a pas de salle à la jauge de 7000 places. C'est soit Coubertin à 3008, soit Bercy à 12 000. Donc il y a un réel besoin. Et puis, c'est des sites temporaires qui vont accueillir des compétitions comme le Grand Palais, qui accueillera l'escrime et le taekwondo, les Invalides qui accueilleront le tir à l'arc, le pied de la Tour Eiffel, toutes les courses de départ en ligne, que ce soit le marathon. On nagera dans la Seine pour l'épreuve de triathlon et la natation en eau vive. Le beach volley se déroulera sur le Champ de Mars. Donc vous imaginez les images que ça peut générer pour les 4 milliards de téléspectateurs en termes de valorisation du patrimoine parisien. Ça, c'est un des premiers axes. Et puis, dans le souci, évidemment, de développer aussi, j'allais dire, tout ce qui peut être vertueux en matière de sport, on a souhaité mettre les Jeux au service des territoires. Et ça se traduit par l'organisation en Seine-Saint-Denis plus particulièrement, qui est un département dont on connaît la difficulté. C'est le 100 et quelques départements sur les 105 en France. Il y aura 9 sites de compétition qui pourront accueillir les Jeux. Donc ça veut dire que dans ce département, on va préparer, grâce aux Jeux, un village olympique qui, évidemment, sera, suite aux Jeux, reconverti en accueil pour des populations, en accueil pour des étudiants, en commerce, de proximité, en école. Ça, c'est sur le village olympique qui se situera à Pleyel et à Saint-Denis et sur l'île Saint-Denis. Et puis, vous aurez le village des médias qui, à côté du Bourget, à 200 mètres de l'aéroport du Bourget, accueillera 1500 logements qui, pareil, pendant la période des Jeux, pourra loger des journalistes qui n'ont pas toujours les moyens d'aller se payer des hôtels, et il y aura des chambres qui seront dédiées à l'accueil de ces journalistes. Et puis, évidemment, post-olympique, il y aura un héritage pour le département pour accueillir des populations avec un écoquartier, évidemment, des logements qui seront étudiés pour que le développement durable soit respecté. Et tout ça, aujourd'hui, est dans nos préoccupations.
Donc ça, c'est l'organisation, sur l'organisation pure et dure de la compétition. Et puis, le deuxième volet, c'est la célébration. Comme on l'a dit, la France est un grand pays, il faut l'affirmer, il faut arrêter de s'auto-baffer, on n'arrête pas d'être mécontent de nous, de traîner les pieds. On est un grand peuple, on est un grand pays, on a des grandes sociétés partout dans le monde qui sont des leaders, et il faut l'affirmer, on est capable, on l'a vu, d'accueillir le monde entier, et surtout, au-delà des compétitions et d'obtenir des médailles, de faire la fête tous ensemble à travers ce grand spectacle et de ce moyen qu'est le sport. Donc c'est comment, le long des quais de la Seine, à travers Paris, à travers la France et les 9 sites de foot, puisque grâce à l'héritage de l'Euro, on pourra à Nice, à Toulouse, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, qui ne faisait pas partie de l'Euro mais qu'on a rajouté, à Marseille, qui accueillera la voile et le foot. On pourra aussi développer une compétition de foot féminin et masculin. N'oublions pas que le foot est aussi féminin au jeu. Donc voilà, c'est comment, ensemble, on peut faire la fête. Il n'y a pas que Et rappelons quand même que Paris, quand vous partez de Bercy et que vous allez à Roland-Garros le long de la Seine, c'est une ville-musée. Vous avez évidemment la grande bibliothèque, vous avez Pompidou, vous avez les 2 théâtres du Châtelet et en face le théâtre de la ville de Paris, vous avez le quai d'Orsay, vous avez le musée d'Orsay, vous avez le quai Branly, vous avez le Louvre. Donc les gens, ils vont pouvoir, au-delà d'aller voir des compétitions, vivre Paris avec toute sa ferveur et tous ses aspects culturels. Et ça, on veut vraiment que les gens y viennent aussi pour ça et que les Jeux soient un échange, j'allais dire, intelligent de pratique entre le sport et la culture. Et puis le troisième volet, c'est la construction au lendemain de la victoire. Le 14 septembre, comment on utilise ces 7 ans pour construire quelque chose d'intelligent et, j'allais dire, décliner des politiques publiques qui nous permettent, comme le disaient les prédécesseurs, de faire en sorte que le sport soit un moyen et un outil pour servir notre jeunesse, pour servir les anciens, pour servir des thématiques qui ne sont pas du vent. Aujourd'hui, quand on fait du sport de manière sans faire de la compétition, juste en bougeant, sur les problèmes d'obésité, sur les problèmes cardiovasculaires, sur les problèmes de diabète, il est prouvé que ça a un effet. Donc le sport qui est un peu délaissé dans l'inconscient collectif va être, grâce au jeu, mis en avant. C'est une thématique qui va revenir sans arrêt de manière sociétale sur le devant de la scène. Et sur le sport santé, on peut tout à fait considérer qu'il va être impliquant. Le sport éducatif, on vous a touché 2 mots, puisque déjà il y a des programmes scolaires qui ont été déclinés et on continuera avec l'éducation nationale, avec le ministère de la Recherche et celui qui concerne les universités, à faire en sorte que le sport puisse toucher toutes ces populations. Et puis d'une manière globale, le sport associatif, les 16 millions de licenciés qu'on connaît à travers les diverses fédérations, seront également en possibilité de se développer. Donc voilà, c'est ces 3 grands axes qu'on veut, où on veut effectivement se servir de l'outil des Jeux. Les Jeux ne sont pas une finalité. Les Jeux, c'est pas s'asseoir et juste regarder un mec qui court le 100 mètres. Ça, c'est formidable et c'est un joli moment à vivre. Mais ce n'est pas tout. C'est comment ça peut servir à quelque chose, comment on peut faire la fête ensemble, comment on peut avoir des émotions ensemble au-delà d'aller à la compétition et comment on peut faire, avec ces 7 ans, du sport un moyen qui ouvre les yeux et qui nous rassemble. C'est tout l'objet de cette candidature. Merci Thierry Rey. On va laisser la place aux questions, que j'espère nombreuses. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre une série de questions que vous adressez soit à l'ensemble des intervenants, soit directement à une personne. On va commencer. Monsieur Pierre. Bonsoir, Pierre Diambars. Alors, vous avez brossé en fait tous les atouts de Paris pour la candidature pour les Jeux Olympiques. Effectivement, ces atouts sont mentionnés dans une très belle publication qui est intitulée, je crois, le sport pour la société ou quelque chose comme ça, qui reprend un certain nombre de points, notamment jeunesse, éducation, culture, santé, etc. Marie-Cécile a aussi parlé notamment de la problématique d'éducation par le sport, du fait qu'on aborde des notions de valeur, de citoyenneté et autres. Moi, j'ai juste un point concernant l'héritage qui m'inquiète un petit peu. C'est la notion de... c'est la manière dont les jeunes qui sont issus des quartiers pourront se projeter
pas à travers l'événement, mais au-delà de cet événement-là. Je parle en termes de perspective. Nous, on a monté des programmes, ça fait une dizaine d'années qu'on monte des programmes autour des métiers, notamment des métiers du sport, mais qui vont au-delà de la simple pratique. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est proposé en termes d'héritage, ce sont essentiellement des métiers autour des métiers d'éducateurs sportifs. Enfin, ce sont les mêmes qu'on retrouve systématiquement. Et nous, notre réflexion, elle a surtout porté, et elle continue à porter d'ailleurs, sur les parcours qu'on peut proposer à ces jeunes à partir de la classe de 3e. J'en avais déjà parlé il y a 2 ans, notamment des stages découvertes. Et la Seine-Saint-Denis, dans laquelle nous on travaille assez régulièrement, département dans lequel on travaille assez régulièrement, est particulièrement touché, notamment parce que les jeunes n'ont pas de perspective. Ça dépasse le cadre du sport, hein, ça se limite pas au cadre du... Par contre, le sport est un atout majeur pour eux, parce qu'à travers le sport, ils peuvent se projeter. Et si la seule proposition qu'on peut leur faire, c'est d'être éducateur sportif, je ne vois pas vraiment comment ils peuvent développer des compétences autres que des compétences sportives, entre guillemets. Donc pour moi, cette question-là, elle n'a pas vraiment été abordée. Et quand on parle d'insertion par le sport, et notamment pour ces jeunes-là, on parle notamment à travers le bénévolat. Il y a une double exclusion en fait qui se passe, c'est qu'on ne les retrouve pas non plus parmi les bénévoles. Quand vous retrouvez, alors il y a effectivement des bénévoles, mais quand il y a des grands événements sportifs, ce ne seront pas eux qu'on va retrouver en priorité comme bénévoles, pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps, à ces périodes-là, ils cherchent plutôt quelque chose qui va leur permettre de gagner leur pain. Donc ils ont une double exclusion et donc ils ne peuvent pas développer ces compétences dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des réflexions de ce côté-là? Nous, on a des programmes qui tournent depuis 10 ans et qu'on est prêt à mettre à disposition. Mais je pense que c'est une question qu'il faut aborder et qu'il faut vraiment aborder sur le fond. Merci. On va peut-être laisser la parole. Ou est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Alors moi j'ai beaucoup apprécié le discours de Madame Guyard pour tout ce qui concerne les arguments vraiment très positifs de cet événement, que j'entends tout à fait. Par contre moi je vais apporter un petit bémol, je vais avoir un peu un discours de pisse-vinaigre, hein, comme dit Monsieur Boniface. Moi j'ai pas tout à fait le même point de vue. Donc d'abord il y a c'est principalement 2 thèmes qui m'interpelle. Déjà, au niveau des valeurs, à un moment, Monsieur Rey, il me semble, a parlé des valeurs, notamment concernant le Premier ministre, je crois, de Budapest, donc Monsieur Orban. Vous avez dit que ces valeurs étaient contraires à celles du CIO. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement à ce sujet-là? Parce que non, mais déjà, un petit peu plus précisément, que juste si on pouvait rentrer concrètement dans le sujet. Et aussi au niveau du coût, tout simplement, parce qu'on le veuille ou non, ça va avoir un coût. Donc si vous pouvez le chiffrer, et surtout sur qui. Un coût quoi? Le coût des jeux, le coût de la sécurité, le coût de la sécurité, le coût des jeux, et sur qui ça va effectivement retomber. C'est quand même la question principale selon moi. Donc merci, bonne soirée. Merci. Je peux répondre? J'ai été interpellé. Alors, je crois avoir été un peu plus soft que ça, mais vous avez tout à fait raison en fait. Orban, par rapport aux valeurs olympiques, je ne dis pas que c'est son peuple, hein, mais il a eu des positions tout à fait claires en voulant construire un mur, en refusant l'arrivée de migrants, en étant quand même d'un parti qui frise, on va le dire, l'extrême droite. Donc on ne peut pas dire que ce monsieur incarne l'acceptation de l'autre à travers ce que sont les valeurs olympiques, c'est-à-dire l'échange où tout d'un coup on ne s'occupe pas de politique, on ne revendique pas de la religion, on essaye de partager quelque chose dans un effort commun. Après, c'est vrai qu'il y a une réussite qui est celle du moment des Jeux Olympiques qui est sacralisée par la médaille, mais je veux rappeler que le CIO, c'est pas que ça. Le CIO, c'est 90% de ces recettes qui sont redistribuées aux fédérations, qui sont redistribuées aux comités nationaux olympiques, qui sont redistribuées à la solidarité olympique, pour que certains sports partout dans le monde puissent s'exercer au-delà du sport de haut niveau. Donc il y a vraiment une volonté de la part du CIO d'aller vers le sport pour tous. Et je pense que
Ce n'est pas mon objet puisque je suis de la candidature de Paris et j'aurais dû m'abstenir peut-être de le dire, mais au bout d'un moment, j'ai une conviction de citoyen et il faut pas, moi, mon point de vue, c'est que aujourd'hui, le Premier ministre hongrois ne répond pas tout à fait au code qu'on peut attendre d'une candidature olympique. Voilà, c'est mon point de vue et je l'ai exprimé. En ce qui concerne, je vais être très clair aussi sur le budget, puisque c'est évidemment quelque chose qui interpelle tout le monde. On a évoqué le chiffre de 6,5 milliards. Alors, le budget des Jeux, c'est deux budgets tout à fait distincts, où vous avez un budget d'organisation des Jeux, où il faut avoir l'ambition que les Jeux payent les Jeux. Et pour ça, vous avez des moyens qui vous sont donnés. Lorsque vous remportez les Jeux, ce sera fait, on l'espère tous, le 13 septembre, le CIO va doter le comité, le COJO, d'un chèque d'1,5 milliard. 1,6 milliard de dollars, ça fait environ 1,5 milliard d'euros, sur ces droits télé pour aider à l'organisation des Jeux Olympiques. Donc, l'organisation des Jeux en France, l'accueil des équipes, des pays, l'organisation des compétitions, la location de salles, des hôtels, la réception de la famille olympique, tout ça, ça coûte 3,5 milliards. Donc on vous donne déjà 1,5 milliard. Et puis, à contrario de ce que fait par exemple la FIFA ou l'UEFA, qui organisent eux-mêmes la compétition en France, là, le comité d'organisation bénéficie de la vente de 13 millions de billets. Vous avez, à travers les 40 et quelques championnats du monde que j'évoquais tout à l'heure, l'opportunité de vendre 13 millions de billets. Donc c'est quand même une manne énorme qui ramène environ 1,5 milliard. Et puis vous avez le droit de développer un programme de partenaires à côté des partenaires du CIO. Vous ne pouvez pas aller sur les mêmes catégories, mais vous pouvez développer votre propre programme de partenaires. Et on table, évidemment, avec ces sommes cumulées, à être sur l'organisation pure et dure des Jeux, bénéficiaire. Et on le sera. Et cet argent sera versé dans un fonds pour une fondation qui servira le sport partout sur le territoire en France. Donc ça, c'est sur la partie organisationnelle. Et puis, vous avez la deuxième partie qui est tout simplement le budget, j'allais dire, des investissements. Aujourd'hui, c'est lequel? Il est d'environ 3,5 milliards également, enfin 3,2 milliards. Et il est moitié public, moitié privé. L'État s'étant engagé à mettre 1 milliard et les collectivités locales 500 millions d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Île-de-France, par exemple, on a besoin de 70 000 logements par an. Donc les Jeux olympiques et paralympiques, en proposant un village olympique et un village des médias, ne fait que répondre à un besoin de la population. On n'est pas là à inventer, on ne va pas laisser ce qu'on appelle un éléphant blanc où les trucs s'écouleront 5 ans après. Non, 5 ans après, il y aura une vie dans un écoquartier avec des parents qui emmèneront leurs enfants à l'école. Et ça, ils serviront à ça. Le centre aquatique dont on parlait, aujourd'hui, il n'y a pas de centre aquatique en Île-de-France. Lorsque vous voulez emmener votre enfant faire de la compétition, les championnats de France, vous allez à Dunkerque, vous allez à Chartres. En Île-de-France, il n'y a pas de centre aquatique. Donc, il sera dans une forme pour accueillir 15 000 personnes au moment des Jeux Olympiques. Il sera redimensionné à 2500 personnes pour servir aux scolaires, aux populations du 93 et à la fédération qui installera son siège. Donc ça, c'est patent. Tout ce qui concerne les transports, par exemple, on ne va pas inventer des gares pour aller, je vous dis n'importe quoi, au centre aquatique. Non, on a collé notre projet sur le schéma directeur qui existait déjà. Il y a 66 gares qui sont prévues sur le développement du Grand Paris. Il y a des lignes de métro, la 16, la 17, la 14, etc., qui sont en train d'être développées. Qu'il y ait les Jeux ou pas, ces gares vont être développées. Les Jeux, ça amènera juste une chose, c'est que ces gares seront prêtes et ces transports en commun seront prêts plus vite et on assurera en 2024 la desserte pour 100% des spectateurs qui voudront assister aux Jeux. Donc c'est le côté vertueux des Jeux qui, dans son organisation, essayent de se servir des politiques qui sont en phase avec les territoires. Voilà sur le budget. N'oublions pas la question de Pierre Mbas. Oui.
Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, Thierry, sur la mutualisation avec le Grand Paris et l'accélération de la construction des infrastructures du Grand Paris, avec Paris 2024, il y a aussi un effort supplémentaire qui va être fait sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Parce que c'est aussi dans la feuille de route de la candidature. Et donc, on espère que pas forcément toutes les infrastructures sportives et surtout non sportives seront accessibles. Sportives, oui, mais non sportives, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il va y avoir un élan très fort qui va être donné à ça parce que c'est dans le cahier des charges de Paris 2024. Sur l'emploi, l'emploi sportif, c'est pas juste être éducateur sportif. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. L'emploi sportif, c'est aussi travailler dans le marketing sportif, c'est aussi travailler dans une fédération, dans une collectivité locale, travailler à la direction des sports, travailler dans une association sur le plan local. Et on peut tout à fait imaginer, je disais tout à l'heure que cette candidature de Paris, c'est l'occasion d'inventer des nouveaux modèles économiques et sociétaux. On pourrait envisager, je l'ai parlé de la RSE, mais pourquoi pas les grandes entreprises qui vont investir dans le 93, dans le 95, pourraient s'engager, soit par une charte, soit par la loi, parce qu'il va y avoir une loi olympique, si j'ai bien compris. Enfin, c'était dans les tuyaux il y a quelques mois. Je pense que ça prendra peut-être d'autres formes que le plan légal, mais on peut tout à fait envisager qu'il y ait un engagement, peut-être par la loi ou peut-être pas, des grandes entreprises qui vont investir dans ces jeux, qu'elles prennent en stage ou en emploi un quota de jeunes qui sont en galère dans ces quartiers-là ou qui sont diplômés, parce qu'on sait bien, et j'ai commis il y a quelques années un livre là-dessus, que les discriminations en raison de l'origine sont un des freins très forts à l'emploi en France, à diplôme égal très souvent. Donc, ne soyons pas angélistes, mais c'est effectivement c'est un levier, d'autant que quand on utilise les valeurs du sport, quand on fait des valeurs du sport un discours de cohésion sociale, un discours d'insertion, il faut le mettre en pratique. Et avec Spiro Citoyenneté, on est en train de faire une étude d'impact dans le 93 de l'Euro 2016 en essayant d'inventer des indicateurs pour mesurer l'impact économique ou en termes d'insertion sociale de la jeunesse de la jeunesse du 93. Donc il y a beaucoup de choses à inventer. Allons-y. La banlieue est innovante, est inventive. Les jeunes sont très présents dans le bénévolat. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les jeunes des quartiers ne sont pas présents dans le bénévolat. Précisément, ils inventent des choses qu'on méprise de l'autre côté du périphérique. Ils savent faire des choses. C'est l'occasion de le reconnaître et c'est l'occasion de les impliquer davantage. Si on pouvait, à l'occasion de cet événement, diminuer les discriminations liées à l'origine, moi je trouve que ça serait déjà un pas très important dans notre société, avec des dizaines de milliers d'emplois non pourvus, notamment en raison des stéréotypes. Merci. Alors, il y avait une question au fond, il y avait une question devant et une au fond aussi, et une aussi devant. Bonsoir, Romain Fermont, je travaille pour la Fédération internationale du sport scolaire. Je vais revenir sur la question du... Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur le sujet du bénévolat et de la reconnaissance des compétences qui est revenu plusieurs fois. Et on voit bien que c'est quand même un chantier, enfin l'emploi déjà d'une manière générale pour les jeunes, on voit bien que c'est un chantier au niveau international, en Europe, à tout le niveau, en France également. On a parlé, faut reconnaître les compétences. Ma question c'est par où commencer et quel acteur institutionnel, que ce soit les acteurs du mouvement sportif qui finalement sont les premiers à promouvoir que le sport a énormément de vertus. On en a parlé, la santé, l'inclusion, évidemment, on prêche pour notre paroisse et on est convaincu que le sport a des vertus dans tous les sens. Si je prends la question de l'emploi qui est un des thèmes importants, ma question pour Madame Nave, selon vous, quel acteur pourrait être un groupe d'acteurs ou d'organisations pourrait être meneur pour cette reconnaissance des compétences, là je veux dire formellement, parce que la reconnaissance des compétences dans le sport, ça comprend le mouvement sportif, mais si on l'étend au secteur d'éducation, ça comprend aussi le secteur éducatif. Les jeunes, ils sont également concernés par le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère du travail, etc. Donc ça comprend quand même
un certain nombre d'acteurs qui parfois sont même complètement détachés du monde sportif. Donc comment rassembler ces acteurs et quelle organisation ou quel type de structure pourrait mener à bras le corps cet énorme dossier. Au niveau international, c'est très lié à la question des Sustainable Development Goals qui sont menés par les Nations Unies 2030. L'emploi en fait partie également. Ces discussions-là sont menées au niveau du CEO, des Nations Unies. Les organisations sportives sont déjà sur ces questions-là. Mais peut-être pour le cas de la France, comment voyez-vous peut-être un développement solide, une vraie reconnaissance formelle au sens propre du terme? Merci. Merci. Alors, il y avait une autre question au dernier rang, monsieur et monsieur. Alors, on va peut-être faire passer le micro, ouais, et ensuite on fera les deux questions de devant, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi. La dame au fond, en bleu. Bonsoir à toutes et tous. Anne-Marie Vegas, donc je suis maire adjointe au sport de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Ancienne athlète de haut niveau. On était ensemble à INSEP avec Thierry. Voilà, donc je suis très attachée aux Jeux Olympiques et voilà, je n'oublie pas d'où je viens. Mais je vis aussi à Montreuil dans le 93. Par ailleurs, je suis universitaire en STAPS. Donc je suis un peu sur tous les enjeux. Donc, bien évidemment, il y a les problématiques d'emploi qui sont fondamentales. Mais je voudrais revenir simplement aussi au nerf de la guerre, même si je n'aime pas trop ce terme, qui sont quand même les équipements sportifs. Donc, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'effectivement, un des atouts positifs de la candidature de Paris, c'est que finalement, on n'a pas besoin de construire des équipements puisqu'ils sont tous là, puisqu'on en a 95%. Hein, effectivement, on a besoin d'un centre nautique à rayonnement national, voire international. Mais je voudrais rappeler tout de même que l'Île-de-France, par rapport au taux d'équipement par habitant, est en deçà largement de la moyenne nationale. De mémoire, le taux d'équipement au niveau national est de 54 pour 1000 habitants. En Île-de-France, il est de 25. Et par exemple, à Montreuil, il est 13,8. Donc l'agglomération Est-Ensemble doit être à 14,15. Donc ça veut dire qu'on est sinistré de ce point de vue-là. Et les équipements que nous avons aujourd'hui sont particulièrement, je dirais, vétustes et nous posent des problèmes d'ailleurs pour organiser des compétitions. Donc on a parlé de la jeunesse. Il y a l'emploi, mais la jeunesse, je pense que ça serait une chance formidable. Ça serait une chance formidable pour les Jeux. Mais moi, je vous alerte sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'ils soient spectateurs et que ça crée des frustrations. Parce que 2024, pour nous, ça semble très près, 7 ans. Mais les gamins, ils se projettent pas. Je veux dire, je dis les gamins, nos concitoyens, eux, ils ont besoin aujourd'hui de pouvoir pratiquer. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une action très volontariste pour aider et faire en sorte que les politiques publiques puissent répondre à cette demande sociale, effectivement, de pratiques sportives, de compétition, mais pour beaucoup aussi de loisirs, puisqu'on considère maintenant que c'est 80% de la demande. Donc moi, je voudrais vous alerter là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment nous aider pour que ces Jeux soient une réussite, à ce que dans nos villes, on puisse effectivement doter nos villes d'équipements sportifs. Pourquoi? En amont, parce qu'il ne faut pas créer de la frustration. Et en aval aussi, parce que l'héritage, on va inciter des gamins et les faire rêver sur des sports. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas de gymnase. Je ne peux pas répondre à la demande et ainsi de suite. Donc je compte sur vous et j'aimerais bien qu'on puisse mener ensemble effectivement des actions pour que ces Jeux puissent être une réussite, parce qu'on aura aussi un héritage au niveau des villes. Il y a effectivement un héritage, le CNDS a ouvert une enveloppe pour héritage, pour aider un peu des subventions sur certains terrains, mais c'est peanuts. Donc moi j'aimerais qu'il y ait un peu d'ambition de ce point de vue-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste une catastrophe dans Seine-Saint-Denis, mais aussi en Île-de-France. Voilà. Merci pour votre question. Monsieur, alors, soit vous parlez très fort, soit un micro va arriver. Non, c'est bon, je peux parler fort, merci. Moi, j'aurais une question toute bête, toute simple. Qu'est-ce qui va se passer entre le 14 septembre 2017 et juillet 2024, qui est une longue période?
Et je ne parle pas en termes de structure ou quoi que ce soit, en termes de mobilisation, de manifestation, de préparation et d'activité. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période qui est assez longue et qu'on ne peut pas rester blanche comme ça, quoi. Merci. C'est peut-être un peu prématuré, mais ce n'est pas inutile d'y songer. Ma question va porter plutôt sur nos objectifs sportifs, qui bien sûr ont une incidence sur un plan économique comme sur un plan social. La réussite des Jeux, c'est bien sûr la participation, un événement planétaire, mais c'est aussi la réussite de nos médailles. Cela a une incidence très forte sur la pratique et le développement économique d'un marché, celui du sport. Les Britanniques se sont mobilisés pour les JO et ont obtenu un résultat très brillant que l'on connaît. Ma question est simple, le mouvement sportif français a-t-il un objectif ambitieux ? Vous avez 3 heures. Alors, on va essayer de reprendre toutes les questions. En attendant, on va refaire une deuxième séance de questions après. Ne vous inquiétez pas pour les derniers. Il y avait du coup les 2 questions au fond qui ont été posées. Qui d'entre vous souhaite répondre ? Alors, la question bénévolat est donc pour Marie-Cécile Nave. Non, tu pourras compléter aussi après. Sur la reconnaissance du bénévolat, en France, on part de très loin. On est très mauvais. Mais il y a quand même des impulsions importantes qui ont été données pas plus tard que cette année avec la loi Égalité et Citoyenneté, qui, j'allais dire oblige, mais oui, qui oblige tous les enseignements, les établissements d'enseignement supérieur public à accorder des ECTS. Alors, je crois que c'est 60 ECTS. Si ma mémoire est bonne, pour les étudiants qui ont fait au moins 200 heures de bénévolat. Ça pallie une inégalité qui existait entre la plupart des grandes écoles et les universités, où dans les grandes écoles, vous pouviez valider des crédits universitaires si vous avez été bénévole, ce qui n'était pas le cas dans toutes les universités, ça dépendait. Donc ça, c'est une première étape. Et après... évidemment, on ne parle pas ici des jeunes qui ne font pas d'études supérieures. Or, il y en a, on les oublie souvent, mais ils sont là. Ceux qui soit viennent de l'enseignement professionnel, soit même ceux de l'enseignement général qui sont décrocheurs ou qui raccrochent, mais qui ont des parcours un peu chaotiques, ou bien qui ne font pas d'études supérieures tout simplement, même s'ils ont bien réussi dans l'enseignement secondaire. Donc là, il faut inventer des choses avec le ministère de l'Éducation, mais aussi le monde du travail. Et c'est là que je viens à la sphère professionnelle. Le MEDEF, les organisations syndicales, avec le MEDEF, tout le monde associatif qui... le nom m'échappe, mais le monde associatif qui... cherche à réinsérer les jeunes dans la société, les collectivités locales. Il faut engager certainement une grande concertation nationale sur ce sujet, soit secteur par secteur, soit de manière un petit peu plus vaste. C'est peut-être ce qui va se faire dans les mois qui viennent avec le plan formation tout au long de la vie du gouvernement. Peut-être que ça sera un des aspects, on espère. Mais on part de loin, on part de très loin, mais il y a quand même des petits frémissements qui se produit, sachant que dans le monde du travail, c'est vraiment très fluctuant d'un employeur à l'autre ou d'un secteur à l'autre. Parfois même, le fait d'être bénévole ou d'avoir été bénévole est pénalisant dans votre vie professionnelle. Parce qu'on considère que vous êtes moins disponible, vous allez partir plus tôt le soir. Ça, c'est aussi la culture du présentéisme à la française. Mais dans d'autres secteurs, ça peut être vu comme étant quelque chose de positif, parce que être bénévole, c'est pas mettre des cartons dans un coin, c'est pas ça, hein, c'est savoir gérer un site internet, faire du community management, c'est savoir gérer une équipe, gérer un budget, répondre à un appel à projet pour avoir une subvention. Bref, c'est des vraies compétences. Et là effectivement, on part de loin, mais il y a des bonnes notes d'espoir. Moi, je reste optimiste sur ce sujet. Thierry, peut-être pour compléter cette partie des équipements. Je voudrais rappeler quand même l'objet essentiel de la candidature des Jeux, c'est d'avoir les Jeux. Et on ne pourra pas répondre à tout. On n'est pas des fées, quoi. On n'est pas des magiciens. Donc il faut comprendre que les politiques ont aussi leur part de responsabilité dans l'accompagnement de l'organisation des Jeux en France. Que si à Montreuil, il manque un gymnase, je ne sais pas si c'est à l'organisation des Jeux de pouvoir répondre. Ce que je peux dire,
c'est que en organisant les Jeux, partout sur le territoire, on aura besoin d'accueillir, comme je vous le disais, des équipes qui viendront du monde entier. Donc on a prévu, comme ça s'est fait à Londres notamment, et comme ça s'est fait en France au moment des Jeux de Londres, des sites labellisés qui peuvent accueillir des équipes qui viennent se préparer, s'acclimater, s'entraîner très en amont des Jeux Olympiques. Donc il y aura un référencement de lieux où il y a une expertise technique qui sera donnée pour pouvoir effectivement faire en sorte que des équipes venant du monde entier puissent venir s'entraîner partout sur notre territoire. La région Île-de-France, la mairie de Paris, par extension dans les budgets consacrés aux Jeux Olympiques, ont prévu des budgets de rénovation de certains sites. Et par exemple, sur le handicap, il y a 100 millions d'euros qui sont prévus pour réadapter, réaménager pour une meilleure accessibilité des sites qui permettront le développement de l'handisport et l'accessibilité des Paralympiques au sens large du terme. Donc, n'attendez pas, malheureusement, et je suis le premier, évidemment, à vouloir que ces Jeux règlent tous les problèmes. Si le sport en France est dans cet état-là, c'est aussi notre responsabilité collective. C'est aussi la manière dont, et pardon, là je parlais de la valorisation de la culture, mais on est ensemble, on va fermer les portes. Et là, voilà, si la culture est très présente dans notre pays, c'est aussi que les gens qui s'occupent de la culture, ils revendiquent, ils vont chercher, ils interpellent les politiques, ils sont présents, ils ont envie de montrer que c'est quelque chose d'important. Nous, pardon, la voix du sport aujourd'hui, elle est un peu éteinte et elle n'est pas éteinte, mais elle n'est pas suffisamment présente et elle n'est pas suffisamment prégnante vis-à-vis des politiques publiques, alors que partout sur le territoire, c'est les villes, les départements qui font le sport français avec plus de 10 milliards d'abondements à la pratique dans tous les sports. Et que si on a un ministère des Sports qui est aujourd'hui à la 18e place, on peut tous le regretter. C'est aussi à nous de faire en sorte que le sport, et ça peut être grâce aux Jeux, ça peut être grâce à chacun d'entre nous, d'affirmer que le sport est plus important aujourd'hui dans notre société. Donc il faut tous se prendre par la main, on ne va pas claquer des doigts et régler les problèmes comme ça. C'est grâce aux Jeux et à cet aboutissement de ce travail qui est engagé, qui jour après jour a décliné une conviction qu'il faut continuer à faire en sorte que ce sport qu'on aime tant et qu'on a envie de pratiquer, mais pas que pour avoir des médailles, mais justement pour emmener nos gamins se découvrir et échanger avec des gens de tout horizon, de toute situation sociale et de toute conviction religieuse, puissent ensemble affirmer quelque chose et un parcours commun. Donc voilà, c'est une ambition politique qu'il faut affirmer et on va avoir à l'organisation des Jeux des difficultés à aller régler la problématique du gymnase de banlieue. Il faut être tout à fait franc. Il faut savoir qu'il y a 3 entités tout à fait claires qui vont être construites pour ces Jeux. Il y a le COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, donc qui sera le bras armé du CIO en France et qui sera avec cette manne d'1,5 milliard qui lui est donnée et la billetterie et le partenaire, qui sera en charge d'organiser l'accueil et l'organisation de la compétition. Il y a ce qu'on appelle le deuxième, c'est la Solideo, qui est la société qui a des équipements sportifs dédiés aux Jeux Olympiques. Donc ça, ce sera un organisme d'État qui sera en charge de faire en sorte que les équipements soient prêts au moment des Jeux. Et puis, vous avez, on en parle et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est l'héritage. Et l'héritage, il y a une composante, une multitude d'acteurs qui peuvent être responsables de l'héritage. C'est évidemment les villes, c'est évidemment les communes, c'est évidemment l'État en premier chef, c'est évidemment la région, la ville de Paris, le comité olympique. Et c'est à chacun d'entre nous d'essayer de trouver le sens qu'on pourrait y mettre. Ça se réglera, monsieur posait la question, entre 14 septembre et 2024. Il va falloir s'organiser, réfléchir intelligemment, s'écouter les uns les autres et voir comment on peut donner du sens à ce qu'on veut pour justement laisser un héritage un peu probant et faire en sorte que la pratique puisse se développer. Justement, vous vouliez tous les deux réagir sur ces propos ? Oui, tout à fait. Je voulais compléter ce que disait Thierry. Pour moi, les Jeux Olympiques et Paralympiques qui s'annoncent à Paris, c'est une occasion unique en fait
de créer un mouvement qui vient de la base, qui vient des gens qui vivent, des gens qui font. Pas forcément d'attendre que ça vienne d'une institution, d'acteurs de plus haut niveau. Pour une fois, on peut émettre des besoins et ça peut venir de nous. Est-ce que ça répond à la question de Pierre tout à l'heure quand il demandait quelle perspective pour les jeunes? La réponse, c'est pas de dire il y a tel et tel emploi qui sont, on va dire, ciblés pour ces jeunes-là. C'est de dire, grâce au sport, grâce à ces valeurs, ils vont apprendre à se découvrir, ils vont se projeter. D'un coup, ils vont passer en mode projet pour eux-mêmes. Et c'est ça aussi qu'apporte le sport. Alors, il apporte une méthodologie de projet, une méthodologie de performance, avoir des rêves, être motivé, travailler, tomber, se relever, se remettre en cause, écouter, apprendre. C'est ça que ça permet. C'est une méthodologie de vie, en fait. Et cette méthodologie, derrière, quand on se l'approprie, qu'on l'incarne, qu'on la personnalise, d'un coup, ça peut nous amener sur d'autres, on va dire, d'autres voies, d'autres perspectives, d'autres métiers auxquels on n'aurait pas pensé au départ, auxquels certains schémas sociaux nous auraient pas autorisé d'espérer. Et c'est ça, moi, que je pense. Et voilà, il faut que ça vienne de la population, qu'elle émette ses besoins et qu'elle se prenne au jeu, justement, de se dire que c'est le bon moment pour le faire. Ensuite, pour répondre à la question sur la performance, bien évidemment que le fait que les sportifs français puissent être performants en 2024, la cérémonie d'ouverture, ce sera le 2 août. Je peux vous assurer que les politiques et la ministre des Sports actuelle, Laura Flessel, que je connais bien, planchent sur le sujet. Il est évident qu'une des priorités, bien sûr, ce sera le rayonnement de la France, la réussite de ses sportives, bien sûr, et de ses sportifs, bien sûr qu'on va regarder ce qui s'est fait dans les autres pays, ce qui s'est fait en Angleterre. Les Anglais, la dynamique qu'ils ont pu avoir pour les Jeux de Londres en 2012 est exceptionnelle, avec une loterie nationale qui permettait de cibler certains sports et d'accéder à la très haute performance, à la médaille d'or. On va regarder ce qui se fait en Suisse aussi, qui est un peu basé sur le même système. Voilà, donc on va benchmarker ce qui se fait, et puis on va adapter la politique sportive française de haut niveau, justement, pour permettre à nos athlètes de briller, de se révéler et de faire rayonner la France. Oui, par rapport à la question de l'élu de Montreuil, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une grande compétition en France, il y a un afflux de jeunes qui veulent faire une pratique sportive, donc on doit s'en féliciter, mais s'interroger sur la façon de les recevoir, non seulement ayant l'infrastructure, mais aussi en éducateur. C'est les deux qui sont liés. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont contents quand ils se font photographier avec les médaillés, mais qui sont moins présents quand il faut voter les budgets. Et là, il y a un débat. Pourquoi une partie du budget du sport est basée sur les paris sportifs? On ne ferait pas ça pour l'Opéra de Paris. Ce serait un scandale. Ça ne serait même pas envisageable. Mais le sport reste quand même encore pour, disons, la classe politique dans son ensemble, le parent pauvre. En termes de budget, en termes de priorité, on sanctuarise tel ou tel budget. Il est hors de question de toucher au 1% sur la culture, parce que sinon, ceux qui vont au festival d'été se font emmerder, etc. Et bon. Donc il y a un lobby culturel, il n'y a pas un lobby sportif. Pourtant, il y a 17 millions de licenciés, plus tous ceux qui ont une pratique individuelle, etc. Parce qu'en fait, très souvent, les instances sportives sont trop légitimistes, ne font pas de lobbying, ne font pas, alors que le poids, il est là. Quel est le plus grand parti de France? C'est quand même le parti des sportifs. Donc là, il y a tout un rapport de force à faire, et ce qu'a dit Thierry est vraiment tout à fait exact. Il y a un rapport de force, mais que très souvent, les instances sportives n'osent pas faire valoir par respect, à mon avis, excessif des institutions, des élus. Je veux dire, il y a des besoins, il faut les faire valoir, et c'est effectivement pas normal que vous ne puissiez pas offrir aux enfants de Montreuil le gymnase dont ils ont besoin et auquel ils ont légitimement droit. Mais ça, ce sont des questions budgétaires. Et là aussi, il ne faut pas se tromper de cible. Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui peuvent régler ça. C'est l'État français. C'est l'État français dans son ensemble et ses subdivisions, avec des choix politiques qui donnent plus de place au sport comme élément d'apprentissage, de vie et de santé. Merci. Il y avait une question juste là-bas. Et je crois qu'il y en avait une autre ici aussi. Merci beaucoup. C'est une question, oui, c'est une question quand même. Oui, alors Bénique Bourri, je préside le comité français des ONG pour l'ONU, donc je connais un peu le bénévolat, puisque j'ai 2 métiers depuis 40 ans. Bon, en parallèle sur
la vie associative. Et puis, je suis aussi vice-présidente des Jeux mondiaux de la paix. Voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est une question en forme de partenariat. Je réponds donc à votre invitation, si faire se peut, pour vous expliquer qu'effectivement, nous avons bien senti la citoyenneté, puisque nous avons, nous, aussi cette double casquette. Et je vous invite à voir le site Jeux mondiaux de la paix, comme ça, mon intervention sera très courte. Et puis, vous verrez que nous rayonnons à travers les Cités Unies, puisque l'origine, c'est les Cités Unies. C'est Jean-Marie Bressan qui a fondé les jumelages. Je prépare un hommage, normalement, au Sénat, autour du 3 décembre, sur, justement, Jean-Marie Bressan et son œuvre, Grand résistant français. Donc, vous voyez, tout ça se côtoie. Et ce qui est très intéressant, c'est que je voulais aussi signaler, c'est que Paris a organisé en 2013 4 jours assez fantastiques, que je rapproche d'ailleurs des JO, qui sont en matière d'éducation quelque chose de formidable, puisqu'on a réuni les éducateurs du monde entier. C'était à Roland-Garros, c'était aussi, il y avait l'Assemblée nationale, enfin c'était un très bel exemple, je crois que c'était unique, le nombre de métiers, de pays qui étaient présents. Donc toutes ces initiatives que je trouve très riches, je suis moi particulièrement fan de tout ce que fait l'IRIS, je ne manque pas d'aller à Nantes, etc. pour suivre le volet paix, et le volet paix parce qu'ONU, et le volet paix me fait aussi vous inviter à porter attention à Monaco, qui prépare aussi sport et paix. Voilà. Votre question, madame, du coup, pour essayer je l'ai posée tout à fait au début. J'ai proposé très bien. Un partenariat. Je crois que c'était ça qui est important. Et je relais un petit peu tout pour dire qu'effectivement, la santé publique, moi, ça me touche beaucoup, parce que, vous savez, c'est une chose qui me choque. C'est que les sports, Dieu sait si j'aime nos sportifs. Parce que à l'école, ils sont pas aimés comme ils devraient l'être, parce que c'est des petits remuants, c'est des petits empêcheurs de tourner en rond, hein, c'est tout juste, on ne donnerait pas des médicaments pour les calmer, vrai, ça. Et ça me révolte, c'est tout. Et après, dès qu'il y a une médaille, alors là, c'est magnifique, c'est le nôtre, c'est un Français. Bon, c'est tout. Voilà. D'accord, merci. Alors, il y avait 2 questions. Alors, juste alors, monsieur. Très rapide. Oui, très courte. Paul Arnaud. Dans ce monde qui est terne et qui n'incite pas à l'optimisme, c'est un souffle d'espoir, ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'il va y avoir une campagne publicitaire pour sensibiliser les Français, ceux qui vont être les spectateurs, les téléspectateurs de ces Jeux? Est-ce qu'il va y avoir une campagne sur les valeurs de l'olympisme? D'accord, merci. Dernière question pour monsieur ici. Vous pouvez. Ah. Alors. Mmh. Merci. Toute dernière question et après, promis, on arrête là. Oui, toute dernière question. Il ne s'agit évidemment pas de diminuer les mérites de Paris versus Los Angeles dans la négociation, on est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, dans les discussions finales entre le CIO et la ville de Los Angeles, ils ont quand même lâché 2 ou 3 trucs assez sympas d'un point de vue financier, notamment sur l'utilisation des droits d'image et du logo, etc. Est-ce qu'il y a des discussions ou est-ce qu'il va y en avoir entre Paris et le CIO pour essayer de bénéficier de tout ou partie de ces avantages, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards, et parce qu'à la fin, tout ce qui rentre dans l'organisation des Jeux bénéficiera au monde sportif amateur? Ils ont eu le droit d'utiliser 2 ans de plus le sigle des anneaux, parce qu'ils vont attendre plus longtemps. Et la prime que va donner le CIO est, si on corrige l'inflation, c'est inférieur ou comparable à ce qu'avait Londres en 2012. Donc ça, c'est une présentation.
Disons que, bon, je pense que Thierry ne peut pas dire ça, moi je peux le dire, c'est qu'il fallait habiller une décision pour que tout le monde sorte la tête haute. Et donc il y a un habillage pour dire que Los Angeles avait eu des compensations supérieures par le fait d'avoir 2028. Mais ça, c'est de l'habillage. La réalité, ils n'ont pas eu plus de concessions, de compensations que Paris, que Tokyo ou que les autres villes auparavant. Mais c'est une façon, disons, honorable que chacun sorte la tête haute et dire, ce qui est vrai à la fin, qu'il y a 3 gagnants, le CIO, Paris et Los Angeles. Mais il y a quand même un gagnant qui est un peu plus gagnant que les autres. Peut-être un dernier mot de conclusion voilà, d'Astrid. En mot de conclusion, ce que je garde de cet échange avec vous et des différentes interventions, c'est que ces Jeux Olympiques, ça génère beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'attentes. Mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de les faire ensemble. Donc après, à nous d'être à la hauteur, au comité d'organisation de l'être, à l'État français de l'être, à nous, acteurs, population française, de faire monter nos besoins. Mais en tout cas, je trouve que c'est bon signe parce qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des attentes. Et voilà, donc ça veut dire que ça va bouger et qu'on est en train d'accélérer les choses. Thierry ? Moi, je voudrais juste d'abord vous remercier de votre écoute. Vous avez été très sage. Vous rappeler que c'est une victoire. C'est une grande victoire. Il faut être fier de nous. On a bossé comme des malades. On a été soutenus par la population à plus de 70% tout de suite. C'est un grand projet, c'est un beau projet. Il faut vraiment que Paris, qui est une capitale monde, et on sait le rayonnement qu'elle a dans le monde. Rappelons-nous des terribles moments qu'on a vécus pas très loin d'ici. Et le monde a chanté la Marseillaise partout dans les stades. Les emblématiques musées ou lieux ont été éclairés aux couleurs de la France. Donc la France, ça veut dire quelque chose dans le monde. Les valeurs de la France, ça veut dire quelque chose. Et ça rejoint souvent les valeurs olympiques. On a un exemple. Je pense que le monde entier nous a rafraîchi la mémoire de ce qu'on est dans l'inconscient. Et donc il faut être fier d'avoir ces jeux. Il faut en profiter absolument pour évidemment recevoir le monde et être exemplaire de ce point de vue, mais aussi travailler et profiter de cette chance de construire autre chose pour cette thématique qui m'anime, qui nous anime, qui est le sport, qui je le dis, j'ai eu la chance de monter sur les plus grands podiums. C'était des moments extraordinaires, mais ce n'est pas une finalité. Je me rappelle aussi du petit garçon de 9 ans que j'étais et toutes les conneries que je pouvais faire avec mes potes sur les parkings en attendant d'aller je ne sais où. Et ça aussi, c'est la vérité de l'échange. Et donc voilà, c'est tout ce qui nous réunit sur cet enjeu olympique et paralympique. Donc allons-y et soyons forts et soyons tous derrière cette organisation, j'ose dire, à quelques jours de l'échéance. Voilà. Marie-Cécile, un dernier mot de conclusion. Un dernier mot, donc si ça me revient très bien. Non, ça sera très court. Je crois qu'il est temps de prendre le sport au sérieux en France. Merci à tous d'être venus, pour votre intérêt pour cette conférence. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.